Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. La vie de la planète est en jeu, c'est la sonnette d'alarme que vient à son tour de tirer le président américain. Joe Biden se trouve ce vendredi à Sharm el-Sheikh en Égypte où se tient la COP27. Nous irons en Guinée pour quelques réactions après cette rencontre jeudi entre le Premier ministre et plusieurs coalitions et alliances politiques. Ces dernières exigent notamment la levée de l'interdiction de manifester. Black Panther, Wakanda Forever, la suite de Black Panther de Marvel, sort ce vendredi ici aux États-Unis. Nous en parlons dans Culture Hebdo avec Roger Moultou. Roger qui revient également sur cette prestation d'Inosby chez Jennifer Lopez. Le président Joe Biden est en Égypte pour la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, ou COP27, où il a évoqué la manière dont les États-Unis ont abordé la crise climatique chez eux et à l'étranger. Mais les défenseurs de l'environnement affirment que les nations riches doivent se concentrer sur le respect de leur promesse de 100 milliards de dollars pour couvrir les pertes et les dommages liés au changement climatique. C'est un reportage d'Anita Powell depuis la Maison-Blanche, un récit de Rosine Munezero. Le président Joe Biden se rend à ce sommet historique des Nations Unies sur le climat avec beaucoup de choses à discuter, selon les officiels de la Maison-Blanche. Il parlera de son engagement personnel à s'attaquer à la crise climatique. Il soulignera certains des progrès réalisés par les États-Unis, à la fois ici et dans le monde entier, en ralliant des actions en faveur du climat. Et il soulignera la nécessité d'aller plus loin, plus vite, pour aider les communautés les plus vulnérables à renforcer leur résilience, sans perdre de vue la nécessité pour le monde, et en particulier pour les grandes économies, de réduire radicalement les émissions au cours de cette décennie décisive. Mais dans une année où les inondations, les vagues de chaleur et les conditions météorologiques extrêmes ont ravagé la planète, les militants écologistes veulent voir autre chose. En 2015, 196 parties ont signé l'accord de Paris, un traité juridiquement contraignant qui, entre autres, engageait les nations riches à fournir 100 milliards de dollars par an pour aider les nations en développement à faire face aux pertes et dommages causés par le changement climatique. Le suivi des conditions par l'Organisation de coopération et de développement économique montre que les pays n'ont pas atteint cet objectif. Il y aura une attention significative sur les pertes et dommages en particulier, ce qui est sur la table depuis longtemps. Certains délégués, comme le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, proposent des solutions créatives. Des inondations meurtrières ont dévasté son pays au début de l'année. Nous pouvons envisager un scénario où les pays développés, la dette que nous devons aux pays développés, au lieu de la transférer sur les comptes bancaires des pays plus riches, nous pourrions la dépenser directement pour une reconstruction plus verte, une réhabilitation pour notre transition énergétique, pour l'adaptation, pour l'atténuation, pour nos pertes et dommages. Et les pays développés, sans avoir à transférer de l'argent liquide, pourront dire qu'ils respectent leurs engagements à cet égard. Les responsables américains s'attachent plutôt à vanter les effets économiques de la loi sur la réduction de l'inflation récemment adoptée, qui investit environ 375 milliards de dollars sur 10 ans pour lutter contre le changement climatique. La loi elle-même m'a fait comprendre que tout se résume à l'économie. Il s'agit d'examiner les moyens dont nous disposons aujourd'hui pour lutter contre le changement climatique tout en offrant des avantages économiques considérables. C'est vrai dans le monde en développement autant que dans le monde développé. On ne sait pas encore comment ce message sera perçu. Mercredi, l'envoyé américain pour le climat, John Kerry, a été chahuté à la conférence alors qu'il parlait aux délégués d'un plan visant à financer la transition vers l'énergie propre dans les pays pauvres par des fonds privés et non publics. Et pour parler de ces défis et enjeux du climat, allons justement du côté de Sharm el-Sheikh en Égypte, où se trouve Philippe Krauter. Philippe, bonsoir.
Bonsoir. Le président américain s'est exprimé ce vendredi à la COP27. Qu'est-ce qu'on peut retenir des travaux de cette journée et du discours du président Joe Biden? Alors les travaux de cette journée, les mêmes que tous les jours, les négociations ici sont en cours depuis le début de cette conférence sur le climat, la COP27, pour trouver donc un accord pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius ou un maximum de 2 degrés Celsius. Le président des États-Unis, Joe Biden, a passé exactement 3 heures ici sur le sol égyptien pour se voir avec son homologue égyptien, Al-Sisi, mais aussi pour faire ce discours où Joe Biden s'est montré optimiste que les États-Unis vont bien pouvoir respecter leurs objectifs en termes de réduction d'émissions d'ici l'année 2030. Comment les États-Unis vont-ils faire? Eh bien, selon le président des États-Unis, Joe Biden, c'est notamment à cause du plan d'investissement, la législation très récente qui a été signée il y a seulement quelques semaines aux États-Unis. Écoutons d'abord une partie du discours de Joe Biden ici à Sharm el-Sheikh il y a très peu de temps. La crise climatique concerne la sécurité des êtres humains, la sécurité économique, la sécurité environnementale, la sécurité nationale et la vie même de la planète. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la manière dont les États-Unis font face à la crise climatique avec urgence et détermination afin de garantir une planète plus propre, plus sûre et plus saine pour nous tous. Parlons des attentes de cette COP27, Philippe, et particulièrement vis-à-vis de l'Afrique. Qu'est-ce qu'il faut en dire ? Alors il y a un thème clé dont on parle beaucoup ici pendant les négociations, qu'on entend aussi crier par des manifestants. Il y a des manifestations très petites ici à Sharm el-Sheikh, c'est une différence par rapport à d'autres conférences sur le climat. Et vous l'avez déjà entendu dans ce reportage, le sujet clé, ce sont les pertes et dommages. Ce sont les nations africaines aussi qui forment un bloc très important dans ces négociations, qui veulent voir un mécanisme ou un fonds créés pour ces pertes et dommages. Cela veut dire tout simplement que les pays les plus développés, les pays industrialisés, qu'on voit comme étant responsables pour le changement climatique, eh bien que eux donnent de l'argent aux pays les plus pauvres. Ici, on l'entend tous les jours. C'est la grande discussion ici à la COP27 et on verra dans environ une semaine si ces pertes et dommages, si ce thème clé fera partie de la décision finale de cette COP27. Et surtout, si ces promesses seront tenues. Merci Philippe Krauter en direct de Sharm el-Sheikh. Merci d'avoir été avec nous pour toutes ces précisions. Direction à présent la Guinée pour suivre des réactions à la suite de la rencontre ce jeudi du Premier ministre avec le Quatuor composé de plusieurs coalitions et alliances politiques. Ces réactions portent sur les 10 conditions préalables du Quatuor, parmi lesquelles la publication de la liste nominative des membres du CNRD, j'y parviens, ou encore la levée de l'interdiction de manifester. On fait le point avec notre correspondant Zakaria Kamara. Dans les rues de la capitale, on ne se fait pas prier pour réagir au contenu du mémorandum au lendemain de la rencontre du Premier ministre Bernard Gomou avec le Quatuor. On dit que la justice est indépendante. Si il y a des négociations, on dit d'arrêter toutes les poursuites là, je ne pense pas. Si réellement la justice est indépendante, je ne pense pas. La libération des détenus politiques, ceux qui ne sont pas coupables, ils n'ont qu'à les libérer, ils vont sortir. Ceux qui sont coupables, ils vont payer ce qu'ils doivent payer pour qu'on va avancer. Si on suspend les FNDC, on interdit toutes les manifestations, ce qui veut dire qu'on va contre les valeurs de la démocratie. D'abord, ça prouve que le discours tenu par le colonel Mamadi Doumbouya aux prises de pouvoir au 5 septembre, il est parti contre ça. Les responsables du Quatuor se disent résolus à renouer le fil du dialogue avec les autorités de la transition, mais à la condition que ces préalables soient satisfaits. Si la junte lâche du lest en acceptant de satisfaire à toutes ces revendications, cela voudrait dire que le Quatuor revient en position de force, retrouve ses marques pour pouvoir pousser la junte dans ses derniers retranchements. Le Quatuor
même pas à mot couvert, prête quelque part à la junte d'avoir un agenda politique, de vouloir, comment dirais-je, se considérer comme un parti politique face à la classe politique qui est là. Selon le mémorandum, le dialogue doit se faire entre d'un côté le CNRD, le gouvernement, et de l'autre les partis politiques qui ont des revendications. Une proposition qui exclurait une partie de la classe politique selon cet acteur politique. C'est une chance à tenir, ils doivent venir à la table de négociation comme tout le monde. Et une fois à cette table, c'est là-bas ils verront si nous avons des revendications ou pas. Parce qu'il faut qu'ils fassent la différence toujours entre soutenir CNRD et soutenir la transition. Le Quatuor recuse les 3 facilitatrices nationales et le Premier ministre, coordinateur du dialogue inclusif. Il propose le médiateur de la CEDEAO pour présider les pourparlers interguinéens. Zakaria Kamara pour VOA Afrique, Conakry. Et au Burkina Faso, les 71 députés nommés au sein de la nouvelle Assemblée législative de transition ont pris leurs fonctions vendredi, plus d'un mois après le coup d'État qui a porté au pouvoir le capitaine Ibrahim Traoré. Cette Assemblée est chargée de voter les textes des réformes prévues pendant la transition. La mise en place de cet organe législatif fait suite à l'adoption mi-octobre d'une charte de la transition élaborée après une concentration entre la junte au pouvoir et les forces, une concertation donc entre la junte au pouvoir et les forces vives de la nation, notamment les partis politiques, les syndicats et la société civile. Cette charte dispose que les membres de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso exercent un mandat gratuit et ne seront pas rémunérés, hormis des indemnités de session. Le chef du parti tunisien d'inspiration islamiste Ennahda Rached Ghannouchi a été laissé en liberté à l'issue de son audition jeudi par un magistrat du tribunal de Sousse dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent et incitation à la violence. Entendu pendant plus de 14 heures par un juge d'instruction, M. Ghannouchi, bête noire du président tunisien Kais Saïd, reste cependant poursuivi dans cette affaire, a précisé son avocat, maître M. Ghannouchi, qui dirigeait le Parlement avant sa dissolution fin mars par le président, avait déjà été interrogé en juillet dans le cadre d'une enquête ouverte dans cette affaire dite Instalingo. Ici, aux États-Unis, les résultats complets des élections législatives de mi-mandat se font toujours attendre. Le président Joe Biden s'est toutefois félicité que son camp ait déjoué les pronostics d'une défaite cuisante, mais la tension se déplace déjà vers la présidentielle de 2024. Le président démocrate va probablement devoir composer avec une Chambre des représentants aux mains des républicains. La composition finale de la Chambre haute suspendue à 3 sièges ne devrait en effet être connue que dans des semaines. Le comptage des voix en Arizona et au Nevada pourrait encore prendre plusieurs jours et en Géorgie, un second tour est prévu le 6 décembre. Les États-Unis qui célèbrent aujourd'hui le jour des anciens combattants, Veterans Day, le 11 novembre, est une fête fédérale pendant laquelle les Américains honorent les vétérans des forces armées à travers le pays. Ginny Niwa a joint Raoul Kedi, un vétéran d'origine camerounaise de Houston, au Texas, aujourd'hui reconverti dans la politique. Ils nous ont dit davantage sur ce que cette fête représente pour lui. Si j'avais à refaire, c'est que le premier jour, quand je suis arrivé aux États-Unis, le lendemain, je serais parti dans l'armée. Parce que je pense que c'était la meilleure décision pour moi, c'était la meilleure décision que j'ai prise quand je suis arrivé aux États-Unis. Parce que c'est un statut que je porte jusqu'aujourd'hui. La nation nous est toujours reconnaissante à vie. Et aussi, ça va avec les bénéfices. Ça a aussi apporté beaucoup en plus dans ma vie. Mon passage en Irak m'a beaucoup changé l'esprit. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça m'a permis de regarder la vie d'un autre angle. Il y a le stress que ça vient avec, mais ça change aussi les esprits. Donc, en gros, je veux dire, c'était
pour moi, c'est quelque chose de bien d'entrer dans l'armée. Et jusqu'aujourd'hui, je porte ça avec moi. Et avec cette nouvelle approche du coup que vous avez sur le monde d'aujourd'hui, comment a été votre réintégration au monde civil? On a des séquelles comme je n'aime pas quand on marche derrière moi, en fait. Parce que quelqu'un marche derrière moi, en fait, c'est comme si je m'expose. J'ai l'impression que peut-être il va falloir que je regarde toujours derrière. Vous voyez, quand on commence à faire les feux d'artifice, c'est ces instincts qui ressortent. Parce qu'on a l'impression qu'avec ça, c'est un peu comme des bombardements. Donc, il y a des gens qui réussissent facilement, il y a d'autres qui ne réussissent pas. Moi, j'ai connu une amie qui est sortie de l'armée, qui avait tendance à rentrer parce que c'était difficile pour elle. On a beaucoup de nos amis, j'en connais 2 personnellement, qui se sont suicidés après être rentrés dans la vie active. Vous êtes également impliqué dans la vie politique de Houston. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous faites? Aujourd'hui, j'ai une compagnie qui fait relations gouvernementales, business international, développement et campagne politique aussi. J'ai beaucoup d'amis politiciens dont j'essaye d'apporter mon apport pour qu'ils soient élus. Aujourd'hui aussi, je suis le conseiller du maire de Houston pour les affaires économiques. Et mon rôle, je suis le seul Africain dans ce conseil de la ville et mon rôle, c'est de faciliter les échanges, les partenariats, affaires, politiques, diplomatiques entre l'Afrique et la ville de Houston. Raoul Kedi, donc ancien vétéran ou vétéran simplement. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. L'information vous revient dans un instant. Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les élections de mi-mandat pour le contrôle du Congrès américain. À 2 ans de la fin du mandat de Joe Biden, les démocrates se battent pour conserver leur courte majorité dans les 2 chambres, alors que les républicains espèrent une victoire au sortir des élections du 8 novembre. Leur focus, l'inflation galopante et l'immigration à la frontière sud, tandis que les démocrates misent sur des questions comme le droit à l'avortement et ce qu'ils appellent la menace pesant sur la démocratie américaine. Sur les enjeux de ces élections, rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche. Et vous suivez toujours Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie de votre émission. Nous émettons en direct de Washington DC. Le Sénégal respire un peu mieux, mais n'est toujours pas rassuré. Malgré sa blessure, Sadio Mané, meilleur joueur africain et 2e du Ballon d'Or 2022, figure parmi les 26 joueurs retenus par le sélectionneur Aliou Cissé pour le Mondial 2022. En présentant son équipe aujourd'hui, Aliou Cissé est allé jusqu'à se dire optimiste quant à la possibilité que l'attaquant vedette du Bayern Munich et des Lions de la Teranga, touché au péroné droit mardi dernier en championnat d'Allemagne, puisse jouer. Pour autant, le doute est tout sauf dissipé et les supporters sénégalais qui voyaient bien les derniers champions d'Afrique aller loin dans ce mondial 2022 au Qatar vont continuer à retenir leur souffle. La Coupe du monde de football se déroule du 20 novembre au 18 décembre au Qatar, suivant le sélectionneur sénégalais. Sadio Mané, on est en train de le suivre. On a envoyé, comme vous le savez, depuis hier ou avant-hier, le médecin de la Fédération sénégalaise de football. Hier, il a passé toute la journée à Munich. Après, il est parti en Autriche, toujours pour pousser les examens concernant la santé du garçon. Je crois que la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'opération. Ça, déjà, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Après, comme je vous le dis, on s'est donné la possibilité de se retrouver en réalité la semaine prochaine. Et ça va coïncider que la blessure de Sadio va toucher une semaine, peut-être 10 jours. Et à partir de là, on fera un autre IRM de contrôle pour voir l'évolution de cette blessure-là. J'ai préféré le garder dans le groupe parce que c'est des situations qu'on a déjà connues à un degré moins
avec Ismaël Assar à la CAN, on a su bien le gérer. Sadio est un joueur à part dans notre effectif. Donc il est important de continuer sur sa blessure en espérant en tout cas d'ici 2 semaines ou 3 semaines, il y aura une évolution. Mais nous sommes vraiment optimistes et comme je vous l'ai dit, au niveau de la réglementation, j'ai le temps de faire un changement. Donc ça veut dire que juste avant notre premier match, il y a une possibilité de changer. Mais en tout cas, on se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir justement récupérer Sadio Mané. Beaucoup de travail donc pour les médecins de Sadio Mané. Pendant ce temps, un médecin zimbabwéen, l'un des rares psychiatres du pays, a trouvé un moyen original d'offrir gratuitement un soutien en matière de santé mentale en formant un personnel de santé à la retraite pour des séances de thérapie sur les bancs publics. Le projet baptisé Friendship Bench ou banc de l'amitié est temporairement exporté au Qatar pour la Coupe du Monde 2022 afin de sensibiliser sur l'importance de la santé mentale. Davantage avec Ginny Niwa. 10 ans offre des séances de thérapie sur le banc de l'amitié. Appelées affectueusement dans la région Mbouya ou Gogo, ces grands-mères offrent une oreille attentive et un soutien précieux aux personnes souffrant de stress ou traversant des moments difficiles. Sur une feuille blanche, elle a noté les questions de base. Êtes-vous effrayé par des choses peu importantes? Vous sentez-vous épuisé? Pensez-vous au suicide? Beaucoup de gens se font aider ici, les personnes âgées, les jeunes viennent ici avec leurs problèmes. Nous aidons également les jeunes qui luttent contre la toxicomanie. L'initiative a vu le jour grâce à un psychiatre zimbabwéen, Dickson Chibanda, qui a eu l'idée d'offrir des séances gratuites dans ce pays pauvre d'Afrique australe en formant des femmes âgées aux rudiments de la psychologie comportementale. Le marasme économique des 20 dernières années a multiplié les cas de dépression et troubles mentaux, alors que la majorité de gens n'ont pas les moyens de se payer une aide professionnelle. La mission du Friendship Bench, qui a toujours été la mienne, est de sortir les gens de la dépression. Mais notre vision est grande et ambitieuse. C'est d'avoir un banc de l'amitié comme celui-ci, à distance de marche partout, pas seulement au Zimbabwe, mais dans le monde entier. Joyce Gia, 43 ans, qui gère aujourd'hui une petite entreprise de fabrication de parfums et de savons, dit de voir sa vie à l'un de ces bancs où elle a pris place un jour de grande détresse. Je suis arrivée à un point où je voulais me suicider parce que j'avais eu la chance d'avoir des jumeaux et que je n'avais rien à leur donner puisque j'étais au chômage. Il existe aujourd'hui 1 millier de bancs à travers le Zimbabwe, fréquentés par plus de 1500 grands-mères et quelques 160 000 personnes sont venues s'y asseoir au cours des 2 dernières années avec un pic provoqué par la pandémie de Covid-19. L'idée soutenue par l'Organisation mondiale de la santé OMS sera temporairement exportée au Qatar pendant la Coupe du monde de foot qui s'ouvre le 22 novembre. 32 bancs, autant que d'équipes en compétition, seront installés pour sensibiliser aux questions de santé mentale. Voilà, lui, il est avec nous sur ce plateau. C'est vendredi et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire donc avec Roger Moutou. Bonsoir Roger. Bonsoir John, ça va bien? Ça va très bien, tu étais habillé en Wakanda la fois passée, mais cette fois-ci, en tout cas, ouais. On ne fait pas ça. Alors la sortie de la suite du film Black Panther, Black Panther Wakanda Forever fait vibrer la toile et les réseaux sociaux. Une très bonne nouvelle pour les amoureux de ce film. La star de Black Panther, Chadwick Boseman, ne peut pas être remplacé, ça c'est sûr, mais le monde de son personnage perdure. Le réalisateur Ryan Coogler est de retour pour diriger Black Panther Wakanda Forever, la suite du blockbuster Marvel de 2018. Le film ouvre ce vendredi déjà. Il faut dire, John, que Black Panther Wakanda Forever est l'un des films les plus attendus de l'année. Les experts du cinéma prédisent qu'il pourrait dominer le box-office ce week-end devant l'un des plus grands succès de Marvel cette année. Et bien sûr, on attend voir comment ça va se passer, ça c'est sûr.
Alors, Netflix. Netflix va expérimenter le direct avec un spectacle de l'humoriste Chris Rock, Roger. Netflix va bien sûr, encore c'est du nouveau dans Netflix. Netflix va retransmettre en direct un spectacle de l'humoriste américain Chris Rock. Une première pour le géant du streaming qui souhaite reconquérir des abonnés et fait face à la concurrence d'autres plateformes proposant déjà des diffusions live. Et le spectacle sera alors diffusé début 2023, a annoncé Netflix jeudi dans un communiqué où sa vice-présidente Robbie Prow a promis un moment inoubliable. Le groupe a subi une crise de croissance au premier semestre avec une perte sèche de 1,2 million d'abonnés qui l'a poussé à prendre diverses mesures pour inverser la tendance, l'expérimentation d'une retransmission en direct avec Chris Rock qui a fait les gros titres au printemps, vous vous rappellerez, lorsqu'il a été giflé par l'acteur Will Smith lors de la cérémonie des Oscars, est aussi un moyen de diversifier son offre. Netflix qui a rebondi en gagnant 2,4 millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre, organisé déjà un festival d'humour annuel à Los Angeles, mais les spectacles donnés lors de cet événement n'étaient pas retransmis en direct, John. Alors vous parlez de Los Angeles, on va parler de l'artiste Inos B, que vous avez récemment reçu ici et à VO Afrique, et qui était l'invité de marque de Jennifer Lopez et de son mari. C'était lors d'une soirée privée à Los Angeles. Encore une fois à Los Angeles. Yes. Encore une fois, oui. Le chanteur congolais de 25 ans était à Beverly Hills, à Los Angeles, la semaine dernière, où il a été l'invité spécial de Ben Affleck et sa femme Jennifer Lopez dans une soirée privée. Le jeune leader a été annoncé sur scène par la star américaine The One and Only J-Lo. Évidemment, vous savez, John, quand Inos B monte sur le podium, c'est pour mettre le feu. Il a interprété ses titres tels que Mousselou, African Girl. Il a même fait danser d'autres stars comme Matt Damon qui était aussi là. Suivons un petit bout. Et maintenant, laissez-moi vous présenter l'idole de l'Est de la République démocratique du Congo, Inos B. Venez Inos, montrez-leur de quoi vous êtes capable. Thank you very much. Make some noise for J-Lo in the house. You know what time it is. John, Inos B m'a appelé pour me dire salut, grand frère, salut tout le monde à la VOA. Je ne peux pas venir vous voir à Washington parce que je dois rentrer à Kinshasa. Bien, il est rentré. Le petit a des connexions, non, Roger. il a percé, hein. On se retrouve vendredi prochain. Merci, John. Alors merci. Voilà, donc ce qu'on pouvait dire. On va rester en culture pour parler de Kim Engelbrecht, 42 ans, beauté métissée au regard bleu marine, pommette saillante et longs cheveux bruns. L'actrice sud-africaine est en lice pour le prix de la meilleure interprétation féminine aux International Emmy Awards, la cérémonie qui récompense les émissions de télévision réalisées en dehors des États-Unis et qui est prévue à New York le 21 novembre. Voilà. Beaucoup de chance à elle. Donc, Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition. On souhaite bonne fête à tous les vétérans et à vous, excellent week-end. On se retrouve probablement la semaine prochaine. Bonsoir.